Depuis le début de la Ve République, c'est la 13e réforme majeure qui est menée. Jusqu'ici, aucune n'était parvenue à s'inscrire en profondeur et dans la durée. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. François Jost, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste des médias, directeur de la revue Télévision. J'accueille également Antoine Chuseville, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué syndical au SNJ, c'est le syndicat national des journalistes. Vous travaillez à France Télévisions, vous êtes journaliste au service des sports. David Assouline est également avec nous, bonjour. Sénateur socialiste de Paris. Vous êtes membre de la Commission de la Culture, vice-président du Sénat. Première question pour vous, puisqu'il y a cette actualité avec l'audition ce matin de Mathieu Gallet devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Une audition, on l'a dit, décisive dans un contexte où bien on sait que le gouvernement veut repenser à la fois le mode de nomination des PDG de l'audiovisuel public, mais aussi une réforme en profondeur. Quelle lecture faites-vous de tous ces événements ? Je crois que le gouvernement a annoncé qu'il allait réformer l'audiovisuel public. Moi, je dis chiche parce que c'est pas seulement l'audiovisuel public. On vit sur des normes et une régulation qui date de 1986. Le privé aussi a besoin qu'on repense l'ensemble de cet écosystème dans notre pays, y compris pour faire face à la concurrence étrangère. Mais toute réforme qui partirait d'une nécessité de réduire les budgets, alors que quand on prend pour modèle la BBC, on sait que ça coûte 2 fois plus cher, serait le mauvais bout. Et moi, je pense que le véritable objectif du pouvoir, peut-être qu'il me démentira, c'est de pouvoir à nouveau nommer directement, ou presque directement, les patrons de l'audiovisuel public et d'atteindre par là à l'indépendance des médias. J'ai mené un combat pour que dans la Constitution, à son article 34, ce soit inscrit dans le marbre. Et je pense que ce combat qu'on a continué quand Nicolas Sarkozy a voulu nommer directement, c'est un combat qui pour moi est essentiel, que je continuerai, quels que soient les gouvernements. Ce n'est pas possible ni de revenir à l'ORTF, ni aux nominations. J'ai vu, et je conclus là-dessus, que M. Gattolin a déposé... Qui est votre collègue sénateur à La République En Marche de Haute-Seine. Il a déposé une PPL qui dit c'est le conseil d'administration qui va nommer le président. C'est quelque chose qu'on avait évalué quand on a fait la loi possibilité, sauf qui nomme le conseil d'administration. Et M. Gattolin dit que quasiment tous les membres seront nommés par le Premier ministre. C'est-à-dire que c'est encore pire, puisque le président serait nommé indirectement par le pouvoir, mais il n'y aurait même pas ce contre-pouvoir que peut être un conseil d'administration en étant indépendant. Donc, moi je dis, que le CSA chiche à toute réforme, l'audiovisuel doit être réformé, il faut mettre le paquet de la révolution numérique, des nouveaux usages, mais tout ce qui viendrait atteindre à l'indépendance des médias me verra moi et mon groupe et tous ceux qui sont attachés à l'indépendance de l'audiovisuel en face. François Jost, cette question de la nomination des PDG de l'audiovisuel public, elle pourrait remettre en cause l'indépendance aujourd'hui ? Je ne sais pas, moi je pense qu'il y a deux problèmes bien distincts, les problèmes de gouvernance effectivement, et puis les problèmes de programme qui m'intéressent plus personnellement. Je pense que je me méfie effectivement aussi de ce genre de mesures, mais je pense que l'une des raisons aussi, en dehors des raisons politiques, que vous avez sûrement raison d'évoquer, c'est la question de un serpent de mer, c'est la question de la complémentarité des programmes. C'est vrai que dans des programmes, dans des chaînes qui sont séparées, on peut regretter parfois qu'il n'y ait pas plus d'agencement entre les différentes chaînes. Donc à ce moment-là, qu'il y ait quelqu'un qui supervise l'ensemble et qui régule les trois, pourquoi pas ? Mais c'est un autre problème, si vous voulez, c'est un problème de programmation. Alors si on parle juste de cette question de la nomination, Antoine Chuseville, aujourd'hui, est-ce que vous avez ce sentiment aussi d'une volonté de l'exécutif d'avoir une mainmise finalement sur les PDG qui serait une menace pour l'indépendance ? Alors c'est pas nouveau, ça s'est pratiqué pendant de nombreuses années. Là, la question en tout cas pour Mathieu Gallet, puisque vous en parliez aujourd'hui, il me semble que c'est pas l'avenir d'un PDG qui est essentiel dans la discussion, c'est surtout l'avenir de Radio France. Nous on voit que sa condamnation et son audition par le CSA, ça fragilise aussi Radio France. Ça met son patron dans une situation compliquée, les salariés dans une situation instable. Ça c'est quelque chose de
plutôt dangereux pour une entreprise publique. Donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle. La proposition de loi déposée par le sénateur Gattolin, nous ne sommes pas spécialement favorables. Effectivement, parce que le conseil d'administration, il y aurait des administrateurs salariés, mais d'abord très peu. Il y en a que 2 à France Télévisions. Et puis la plupart, comme l'a rappelé le sénateur Assouline, seraient nommés par le Premier ministre. Donc est-ce qu'on aurait un système plus indépendant? J'en suis vraiment pas persuadé. On peut avoir une petite, quand même, être un petit peu ennuyé par tout ça, de voir qu'on refait l'ORTF. C'est-à-dire que, pour moi, il y a un mouvement qui existe aussi dans l'université d'ailleurs, de concentration des choses et puis après d'éclatement. Il est certain que ça recommencerait à peu près de la même façon. C'est-à-dire que dans 5 ans, on va considérer que ce gros machin qu'on aura constitué... Cette BBC à la française, vous n'y croyez pas, François Jost? Pardon? Cette BBC à la française, vous n'y croyez pas? Si, mais je ne crois pas. Non, je crois pas à la structure forcément. Si vous voulez, on est depuis maintenant pas mal de temps dans des chaînes qui sont indépendantes les unes des autres, enfin plus ou moins indépendantes les unes des autres. Les remettre ensemble, je pense que ça pose des problèmes de structure absolument considérables, comme on le voit dans l'université. Et je vois pas. Je suis un petit peu sceptique. C'est-à-dire que je pense que c'est des mouvements de va-et-vient qui sont pas fondamentaux. Il y avait eu cette petite phrase, David Assouline, relatée par Télérama. Emmanuel Macron aurait parlé de la honte de la République devant les députés de la Commission de la Culture. C'est quand même un état des lieux aujourd'hui. Il y a une révolution culturelle. C'est ce que veut faire le chef de l'État en matière d'audiovisuel public? Je n'ai pas vu de révolution culturelle. J'ai vu des phrases chocs qui sont rapportées, donc je ne vais pas moi-même rapporter ce que je n'ai pas vu ni entendu. Mais j'ai entendu quand même des choses directement de la part de l'exécutif qui considère que l'audiovisuel public, étant des entreprises publiques, doivent répondre aux mêmes impératifs que la SNCF ou d'autres, c'est-à-dire que c'est l'État qui doit nommer. Et c'est une absence-là culturelle de ce qui a formé l'audiovisuel public français et les combats pour son indépendance et sa liberté, qui datent effectivement de l'ORTF, mais qui se sont poursuivis. Et notamment le grand débat au moment de la réforme de Nicolas Sarkozy, où, outre la fin de la publicité, derrière, il y avait essentiellement la volonté de faire mainmise et de nommer directement les patrons. Nous, quand on a réformé, puisqu'on a fait une loi qui a changé le mode de désignation, on a dit le CSA nommé de façon indépendante, c'est-à-dire au 3/5 positif de chaque assemblée, donc consensus, majorité, opposition, sur les propositions de personnalités qualifiées, c'était pas la panacée forcément. Nous avons réfléchi au conseil d'administration. Mais on se disait, mais qui nomme le conseil d'administration? Et donc, on a un mode où ça n'a pas été la façon dont ils ont nommé la dernière fois, parce que le système d'audition était à huis clos. Et je pense qu'il fallait que ce soit beaucoup plus transparent, ouvert, public, dans les procédures, etc. Mais ça peut se réformer. Par contre, dire que ça, c'est pas génial pour revenir à quelque chose qui remet en cause nos principes, ce n'est pas possible. Et je veux dire que sur le fond, j'ai toujours été partisan des synergies, du fait que l'audiovisuel public, que ce soit France Télévisions, Radio France, l'audiovisuel extérieur, RFI, etc., puissent travailler ensemble. Et d'ailleurs, je m'étais battu pour cette chaîne d'information du service public. On ne lui donne pas assez de visibilité, mais elle est nécessaire aujourd'hui, puisque... C'est pas l'avis de l'exécutif qui estime qu'il y a trop de chaînes d'information. Oui, mais ça veut... Alors, la BBC, c'est plus de chaînes. Hein. Donc, il faut savoir quel modèle on prend. Le problème, c'est de rationaliser. Il peut y avoir trop de chaînes si chacune n'est pas identifiée. Et quand Nicolas Sarkozy avait fait une bonne chose à l'époque, c'est qu'il avait nommé une commission avec tout le monde professionnel et des parlementaires, dont j'étais. Et on avait d'abord, mais c'était pour nous endormir, mais quand même, on avait bossé sur le fond. Pas sur les programmes, les politiques n'ont pas à s'occuper des programmes, mais sur les missions, le fond et l'identité des chaînes. Et on avait déjà rationalisé, puisqu'on est passé à une société unique. Il a fallu fusionner Antenne 2, etc. Enfin, tout l'audiovisuel public était éclaté. RFI et France 24 ont fusionné. Donc, il y a eu des efforts, y compris des plans sociaux à Radio France, pour répondre à un certain nombre d'impératifs budgétaires. Et maintenant, on fait comme
ça fait 30 ans qu'on n'a rien fait. Les salariés de l'audiovisuel public ont beaucoup donné ces 10 dernières années. Ils peuvent donner plus, mais en contrepartie d'un service Antoine de qualité. Susville, quand on entend Delphine Ernotte qui dit qu'il n'y a pas de tension entre France Télévisions et l'État, je parle davantage, ce sont ses propos dans le journal du dimanche hier, eh bien de nouvelles exigences. Comment vous le vivez, vous ? D'abord, je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas de tension entre l'exécutif et l'État. Ça, c'est ce qu'elle a répondu au journal du dimanche. Bon, elle essaie d'avoir un discours plus ou moins apaisant. On ne le sent pas du tout comme ça, nous. Bon, là, vous en avez parlé tout à l'heure, mais la phrase « la honte de la République », ça a beaucoup choqué à Radio France, à France Télévisions, dans les entreprises du service public. C'est normal. On se sent pas soutenu. C'est quand même curieux que l'actionnaire principal, l'État, et que le chef de l'État parle en ces termes d'un service public. Donc à France Télévisions, on est un petit peu... Surtout dans un secteur concurrentiel. Oui, exactement. C'est l'avantage d'entreprises privées. C'est pas pareil si on critiquait, je ne sais pas, la SNCF, il n'y a pas de concurrent. Là, on critique, et donc les auditeurs qui écouteraient le président diraient, bon, c'est vraiment n'importe quoi. Il se tourne vers les chaînes privées, vous pensez ? TF1, M6 ou d'autres. François Jost. Oui, moi j'avais fait un article dans Le Monde il y a quelques semaines, effectivement, contre cette expression « la honte de la République » qui m'avait choqué, parce que je pense que les programmes ne sont sûrement pas une honte, et d'ailleurs les récents sondages auprès des spectateurs montrent qu'ils sont assez satisfaits. Moi je pense que le vrai problème, vous avez parlé tout à l'heure de révolution culturelle, c'est une expression intéressante qui a été lancée. En fait, de quoi s'agit-il ? Depuis que la télévision publique existe, on fonctionne sur une trilogie qui est informer, distraire, cultiver. Le président Macron a utilisé quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il a supprimé le mot cultiver, il a mis le mot éduquer. C'est arrivé déjà par le passé, c'est pas nouveau. Et ça dit quelque chose de très fort, c'est-à-dire que le service public pourrait devenir quelque chose qui formerait mieux les jeunes, c'est ce qu'il a dit, qui serait donc tourné tout à fait vers l'éducation, en oubliant que le divertissement, premièrement, est quelque chose d'éminemment culturel aussi. Je renvoie là aux anthropologues, etc. La fiction, alors tout ça est relatif, et moi j'aimerais un grand débat dessus. Il y a une époque où, par exemple, on considérait que la culture c'était le documentaire, et que ce qui était culturel c'était le documentaire. Aujourd'hui, si vous lisez le cahier des charges de France Télévisions, c'est la fiction qui est aussi culturelle, c'est-à-dire on dit il faut adapter les grands textes, il faut adapter les grands moments historiques, etc. Est-ce que c'est vraiment ça la culture ? Je ne suis pas sûr que ça corresponde encore à la définition qu'on peut en avoir aujourd'hui. Après, tous les anthropologues, les sociologues qui ont montré que la culture se nichait dans bien d'autres choses. On parle tous les jours de pop culture. Et donc, tout ça devrait être vraiment repensé, et pas simplement avec l'idée un peu contradictoire avec l'évolution des médias, d'une communication verticale, où la télévision serait là uniquement pour éduquer, alors même qu'aujourd'hui, justement, les rapports sont horizontaux, sont des réseaux, et on picore un peu à droite et à gauche. Est-ce qu'il faut malgré tout redéfinir les missions du service public ? On l'a vu dans cet environnement, finalement en pleine mutation, David Assouline. Oui, le président de la République appuie son souci de tout changer sur un constat qui est un constat que j'ai fait, mais sans arrêt pour ceux qui suivaient les débats, que les jeunes ne regardent pas le service public ou n'écoutent pas la radio publique. En réalité, oui, si on regarde... C'est modulé, quand même. C'est pas tout à fait vrai. Bon, si on regarde l'âge moyen, il est vieillissant et ne peut que vieillir, puisque, même les plus jeunes qui le regardent vieillissent aussi. Et il y a peu de nouveaux entrants. Il y a des nouveaux entrants. Je vois que Radio Move enfin progresse. Je vois que sur des plages précises, il y a un afflux de jeunes, mais globalement, et ce n'est pas juste, c'est tout. Non. Attendez, je vais finir. Globalement, on peut pas dire que les jeunes vers le service public, ils consomment la télévision autrement. Oui, et des enquêtes ont montré que même ils ne sont pas conscients de consommer la télé parfois quand ils sont sur Internet. Non, mais ils consomment 93% des vidéos consommées par les jeunes viennent de la télévision. Alors, il y avait le service public, mais la critique, entre guillemets, c'est pas une critique, mais valait pour tous. C'est-à-dire que les jeunes ont changé
leur façon de regarder. Donc, c'est pas la télé qui regarde, sur les réseaux sociaux. Et puis, effectivement, toute une production qu'il y a sur les réseaux sociaux, en petites vidéos, etc., sont... moi, je le vois. Ma fille me disait, oh, c'est super cette émission que j'ai vue sur Canal. J'étais sûr de l'avoir vue sur France 2. Et je lui dis, mais pourquoi ? Eh bien, parce que c'était une émission qui avait la marque un peu de Canal, et pour elle, c'était Canal. Mais ce qu'elle regardait, c'était le programme, c'était pas la chaîne. Et donc, sur la télévision non linéaire, aujourd'hui, c'est la consommation des jeunes. Donc, il faut répondre aussi à ça. Mais par exemple, ça coûte très cher. Quand on avait chiffré l'investissement nécessaire pour que le service public soit à la hauteur de la révolution numérique, c'était au moment de la réforme de Sarkozy, on avait chiffré à 200 millions. Tout le monde était d'accord, y compris Nicolas Sarkozy. Où sont les 200 millions ? Donc ça va coûter plus cher. Antoine Chusville, l'audiovisuel public coûte trop cher. On a vu au moment de la demande des 50 millions d'euros d'économie de la part de l'exécutif à Delphine Ernotte, quand elle a essayé de négocier, de plaider un peu sa cause auprès des parlementaires, ça a été assez mal perçu finalement. Oui, alors nous, ce qui nous semble une honte, c'est d'avoir des engagements de l'État, parce que le service public fonctionne avec un contrat d'objectifs et de moyens, c'est-à-dire qui est signé entre l'actionnaire, l'État et France Télévisions, par exemple, où France Télévisions sait qu'il doit travailler d'une certaine manière avec un budget précis, fixé, et moi ce que je trouve particulièrement honteux, c'est quand on ne respecte pas ses engagements, et l'État respecte de moins en moins ses engagements en réduisant au fur et à mesure ses engagements. Oui, je vous avais promis de vous donner tant, mais je vais vous donner moins, etc. Mais par contre, il faudra faire aussi bien. Donc ça c'est pas très glorieux. En revanche, que le service public coûte cher, oui, mais c'est parce qu'il a des missions immenses. Le service public, il doit s'adresser à tous les publics, partout aussi. L'information de service public. Il est prêt justement à cette redéfinition des missions dont on parlait, davantage s'adresser aux jeunes, modifier les contenus face à, par exemple, Netflix complètement aussi. D'accord. Si on est un service public, on doit s'adresser à tous les publics. C'est comme si la SNCF, par exemple, se rendait compte que les jeunes ne l'utilisaient jamais, qu'il n'y avait que des passagers de 50 ans et plus dans les trains. C'est pas le cas, évidemment. Mais évidemment que ça serait un défi. Pour nous, c'est un défi de voir que l'âge des téléspectateurs est vieillissant. Donc, il faut qu'on soit plus accessible pour l'ensemble des publics, pour les jeunes, pour les actifs, pour les retraités, pour tout le monde, dans tous les territoires aussi. La télévision de service public, ça doit être une télévision pour les populations urbaines, pour les populations rurales, pour les populations ultramarines, pour toutes les populations françaises. On a une mission particulière, je pense que c'est ça qui doit être replacé au centre de la réforme, c'est on doit s'adresser à tous les publics, donc comment le faire au mieux ? Alors cette question a été souvent débattue, bien sûr, à tous les publics. Il y a un directeur de chaîne à un moment qui disait à tous les publics, mais pas au même moment. Et c'est ça qui est important, parce que sinon on est dans la quadrature du cercle, parce que sans arrêt on essaye de faire des programmes qui font de l'audience, et évidemment c'est forcément de l'eau tiède. Ça n'est pas possible. Et c'est pour ça que je milite toujours et je dis il faut qu'on parle vraiment de l'audience et de ce qu'on attend de l'audience pour peut-être sortir le service public de cette question constante de l'audience qui fait que on n'a pas du très culturel, et puis on n'a pas non plus spécifiquement pour certains jeunes. Voilà, on arrive à des choses qui sont finalement entre deux chaises. Le mot de la fin avec vous, David Assouline. Alors, oui, cette question de l'audience, c'était justement le drapeau étendard de Nicolas Sarkozy pour enlever la publicité. Oui. En disant, il faut... Bon, c'était surprenant de sa part de dire il ne faut pas être sous la dictature du commerce. Il ne nous avait pas habitués à ça, mais en réalité, on a enlevé la publicité, donc des moyens énormes. C'est le contribuable qui paye. Derrière, et cet argent était destiné à aller vers le privé, puisque les revenus de cette publicité étaient libérés. Sauf que ça ne s'est pas passé complètement comme ça, parce que le net est arrivé, et les budgets sont beaucoup partis sur Internet, et ça n'a pas beaucoup profité au privé. Mais, donc, sur la question des moyens, est-ce qu'il y a trop d'argent dépensé ? Il faut se poser la question. Le sport est probablement le linéaire, parce qu'il faut le voir en direct, c'est des matchs, etc., qui est le plus fédérateur, globalement. Je ne parle pas de nombre d'audimat, le plus fédérateur. Il n'y a plus quasiment d'événements sportifs majeurs, notamment dans le football, donc dans les sports les plus
qui puisse être diffusé sur France Télévisions, parce que sans revenus publicitaires, ça sera l'occasion. C'est aussi les revenus publicitaires. C'est-à-dire qu'après 20h30, il n'y a pas de pub, on ne peut pas payer. Voilà, donc il y a tout cela qu'il faudra voir, et ça coûtera peut-être plus cher. Alors qu'on apprend, juste un petit mot, puisqu'on vient d'apprendre les audiences télé, je vous l'ai dit, elles sont très bonnes pour France 2 et France 3, qui sont en hausse en janvier, alors qu'il y a un fort recul de C8. Et Radio France aussi, qui fait des scores incroyables. Merci, on n'a plus de temps, François Josse, on aura l'occasion pour le service public de vous suisse, réinviter. où les gens ne veulent plus payer la redevance et ils risquent de disparaître. C'est vraiment dramatique. C'est à côté de chez nous et on en pense. Merci François Josse. Merci à vous Antoine Schliesswil. Merci David Assouline.